Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Nice Villepeu, le rendez-vous hebdomadaire qui vous emmène dans les coulisses de la politique française, sans filtre, sans langue de bois, sans concession. Une émission portée par Nice Villepeu, journaliste politique jusqu'au bout des ongles, qui sait exploiter son réseau pour vous apporter des informations exclusives et des analyses affûtées. Une émission qui n'existe que parce que vous, notre public, vous la financez comme vous financez les médias, première chaîne d'info indépendante de France, diffusée sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, Molotov et notre site internet lemediatv.fr. Pour continuer à nous faire exister, alors que nous avons lancé une campagne cruciale de fin d'année, faites un don, abonnez-vous, devenez sociétaire. Nous avons déjà collecté 54 000 euros, mais ce n'est malheureusement pas suffisant. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et faites le geste qui sauve. Au sommaire, après son allocution télévisée consécutive à la censure du gouvernement Barnier, a-t-on enfin le droit de couronner Emmanuel Macron, premier manager pervers de France? Il nous fournira les faits qui nous pousseraient à répondre à cette question par l'affirmative. L'autre sujet, le PS va-t-il trahir le NFP? Certaines prises de parole de responsables de haut niveau du parti à la Rose peuvent le laisser penser, mais qu'en est-il vraiment? Et si Olivier Faure jouait un jeu plus subtil qu'il en a l'air? Niels a recueilli des informations de première main pour nous. Salut Niels. Salut Théo, salut à tous. Alors, conscience professionnelle oblige, tu as écouté religieusement l'allocution télévisée présidentielle. Oui, je me suis infligé cette épreuve, puisqu'une fois de plus, Emmanuel Macron a repris la parole pour s'exprimer devant les Français, voilà, au cas où ils auraient mal compris la dissolution de juin. Apparemment, c'est le cas, puisque pour Emmanuel Macron, il est un petit peu responsable, mais il n'est pas du tout coupable. Zéro regret, zéro autocritique de sa part lors de cette allocution. Alors, on va pas refaire toute l'exégèse du discours présidentiel. On l'a fait déjà hier avec un certain talent aux médias, hier soir, mais il y a quelques éléments quand même parlants sur Macron. Et d'abord, les raisons qui l'ont poussé à prendre la parole, on l'écoute. Je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre au pays d'investir, comme cela a été prévu, pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. Voilà, donc zéro responsabilité, on le disait. Alors pire, le président, il se défausse sur les Français. En fait, c'est de leur faute si le pays se retrouve dans une solution politique invraisemblable. Ils ont mal voté, Théo, en fait. Lui, il n'a que le bien de la France en tête et aucune ambition présidentielle, puisqu'il ne se représente pas pour un nouveau mandat de 5 ans. Et mieux, la dissolution, c'était pas une erreur, c'est juste que les Français n'ont pas compris son idée absolument brillante. Macron, en fait, justifie cette dissolution par la menace de censure qui planait sur le vote du budget sous Attal. Et alors là, c'est formidable parce que grâce à lui, les Français auront les deux. La dissolution, elle empêche toute réélection des députés pendant 1 an, donc jusqu'à cet été. Et la censure, on l'a eu, la première depuis 1962, la censure d'un gouvernement voté par une grande majorité de députés. Rien à dire, Macron est un champion. Un champion toute catégorie. Alors notre bien-aimé président avait pourtant laissé penser qu'il nommerait un nouveau Premier ministre rapidement, mais on était devant nos télés, on n'a pas entendu de nom. Et non, vous avez cru à la nomination express d'un Premier ministre. Effectivement, dès la censure de Michel Barnier, l'entourage de Macron, cette semaine, s'est empressé d'annoncer que le président allait nommer rapidement un successeur. Je dois dire que j'ai moi-même été victime de ces éléments de langage, puisqu'on m'a assuré que certains de ses conseillers le pressaient même d'écourter son voyage en Arabie Saoudite pour rentrer dardard à Paris. Et lundi, à ses proches conseillers, il expliquait: je ne concerterai pas. Sous-entendu, voilà, il n'allait pas recevoir les partis d'opposition, il n'allait pas recevoir les partis du socle commun, en tout cas ce qu'il en reste, Modem, Horizon, etc., pour négocier. Bref, il allait prendre une décision ferme et rapide, ce qui aurait été une première. Finalement, jeudi, au moment où il accepte la démission de Barnier, il confie à son nouveau ancien Premier ministre
qu'il va nommer son successeur dans la foulée. Et finalement, jeudi soir, juste avant 20h, on reçoit tous cette très belle dépêche qui nous explique que finalement, Emmanuel Macron n'annoncera pas de nouveau Premier ministre aux 20h. Alors, l'un de ses anciens conseillers me disait, bah, il fait toujours ça, il ment, c'est plus fort que lui. Alors, tu vas me dire, rien d'original pour un politicien, mais Macron, il le fait avec quand même assez peu de subtilité, hein, et comment expliquer finalement ce rapport un peu flou qu'il entretient à la réalité? On écoute l'avis de Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qu'on commence à bien connaître aux médias, qui a été conseiller politique, hein, de Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, qu'il a côtoyé dans le cadre de la campagne de 2017. On écoute. Je crois que nous n'avons jamais eu un président dont le narcissisme était poussé à ce point. Ça, c'est un trait de caractère que tout le monde saura reconnaître en dehors des quelques aficionados ou encore engagés dans la secte Ensemble pour la République. Renaissance, pour être plus clair. Mais sur le fond, il y a donc cette partie-là de narcissisme. Et puis, il y a surtout l'autre fait. C'est que ce président, alors pour le coup, vit réellement dans un monde parallèle. Il ne déforme pas la vérité. Il la méconnaît, ce qui est différent. Sur l'analyse d'une possible dissolution, je dis qu'il était capable de nous faire une Jospin. Sous-entendu, les Français sont trop cons pour moi. Alors, Niels, au-delà de cette réalité parallèle dans laquelle évolue Emmanuel Macron, il y a Notre-Dame aussi, non? Peut-être qu'il fallait laisser assez d'espace à ce grand événement qui devait le couronner. Peut-être pas roi ou empereur de France, mais au moins homme qui entre dans l'histoire pour avoir réhabilité, reconstruit la cathédrale de ses propres mains. Oui, alors les anciens présidents de la République bâtissaient un édifice, un élément pour laisser une trace, hein. Macron, il s'est tenté de rénover les meubles en quelque sorte, ça en dit long sur ses deux quinquennats. Et c'est vrai, il faut prendre en compte le facteur psychologique et protocolaire de Notre-Dame, puisqu'il y a cette cérémonie de réouverture, hein, à partir de samedi, donc un week-end religieux pour Emmanuel Macron consacré à la réouverture de la cathédrale après 5 ans de travaux. Et puis, c'était l'une des grandes craintes du président, me dit-on, hein, qu'on oublie en fait cette réouverture avec la nomination d'un nouveau gouvernement. Sous-entendu, les caméras seront mieux à Notre-Dame que devant l'hôtel de Matignon. Et d'ailleurs, à l'écouter hier soir dans son allocution, c'est presque lui qui a reconstruit la cathédrale de ses propres mains. On l'écoute. Devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. La cathédrale sera rendue aux Parisiennes et aux Parisiens, à nous tous, aux catholiques du monde entier et aux cultes. Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait. Voilà, Notre-Dame, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Il considère que c'est son bébé, son œuvre, hein, et puis en même temps, Macron, c'est aussi quelqu'un qui aime faire de belles promesses qu'il ne tiendra jamais, même à des personnalités politiques qu'il connaît bien. Et une fois de plus, Niels, il a une liste longue comme le bras de premiers ministrables qui s'y voient déjà et que Macron ne contredit pas. Oui, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est toujours le même fonctionnement un peu pervers en fait, hein, on parlait de management pervers, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il reçoit ces figures politiques, ces personnalités politiques à déjeuner, il les appelle, il demande leur avis, il leur fait sentir qu'ils sont importants. Par exemple, Bayrou, hein, il peut en témoigner, François Bayrou, il postule à chaque fois qu'il y a un remaniement en vain. Voilà, il y a aussi le gag Barouin, hein, puisqu'à chaque fois que Macron change de Premier ministre, il y a un article du Parisien qui sort pour annoncer en exclusivité, bien sûr Théo, que le maire de Troyes a toutes ses chances, et ça n'a pas raté, cette fois encore, une très belle alerte info sur nos téléphones, hein, voilà, l'hypothèse François Barouin fait son chemin. Alors le nom de François Barouin, il circulait depuis la veille, puisque en fait c'est le sénateur Roger Carucci qui avait livré sa pensée sur Public Sénat, chaîne un peu confidentielle, il faut bien le dire, donc le Parisien s'est cru obligé d'en refaire un article derrière, histoire de bien appuyer le coup. Alors il faut rappeler quand même que le maire de Troyes, il visait déjà Matignon en février 2024, mais aussi en mars 2023, ou encore en 2021, et même Théo en 2017, donc c'est un peu
running gag, en fait. Alors, il y a aussi Xavier Bertrand, hein, qui s'y voyait déjà en septembre, hein. Il avait même choisi sa directrice de cabinet, commencé à constituer un gouvernement fantôme après avoir reçu des assurances de Macron et de son entourage. Et puis, patatras, c'est Michel Barnier qui a été choisi au grand désespoir de Xavier Bertrand. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que eh bien, Emmanuel Macron n'est pas seul, hein. Son bras droit, c'est Alexis Collère, qu'on commence aussi à bien connaître aux médias au fil des révélations sur ses ennuis judiciaires ou sur son influence sur le président. Et donc, Alexis Collère a expliqué à son président que Xavier Bertrand, c'était la censure du Rassemblement national assuré. Et alors, l'autre facteur qui peut expliquer le fait qu'il y ait une valse de noms comme Premier ministrable, c'est aussi que Emmanuel Macron doit tenir compte des macronistes qui lui restent, c'est-à-dire, et puis de son socle commun, c'est-à-dire l'Horizon, le MoDem, ou même dans son propre camp. On a par exemple Aurore Berger, hier, dans Le Figaro, qui expliquait que, en fait, il fallait tout changer pour ne rien changer. C'est-à-dire que, dit-elle, la coalition la plus large et la plus cohérente, c'est celle du bloc central avec la droite, et en expliquant que les socialistes ne pouvaient pas s'affranchir de la France insoumise sur le plan électoral. Alors, on le voit, les premiers ministres, en fait, Emmanuel Macron, en réalité, il ne les choisit pas, en tout cas pas tous, hein. Il avait choisi les deux premiers, Édouard Philippe et Castex, et après, c'est son entourage qui a décidé à sa place. Et comment ça se fait? Élément de réponse, encore une fois, avec Jean-Bernard Gaillot-Renucci, notre conseiller politique. On l'écoute. Ils sont deux à la tête de l'État et pas un. Donc il n'est plus déjà tout à fait libre. N'oublions jamais qu'Alexis Collère a un poids en tant que secrétaire général, jusque-là jamais exercé par aucun autre secrétaire général précédent. L'autre fait, c'est que ce président si jeune, venu entre guillemets juste de la haute administration et d'un court passage dans ses cabinets, au ministère et à l'Élysée, n'a aucune expérience politique de terrain. Et je ne parle pas d'expérience politique là, je parle de terrain. Ceci expliquant sans doute la difficulté qu'il a à négocier avec les autres. Quand on a l'habitude de travailler, je pense aux élus locaux, sur des collectivités territoriales et locales, on a beaucoup plus l'aptitude à négocier et à savoir négocier. Ça, Emmanuel Macron en a toujours été dépourvu. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il est obligé quelque part de s'en remettre à un certain nombre de conseillers. Voilà, donc c'est un peu le même topo avec Sébastien Lecornu, hein, le ministre des Armées, qui a plusieurs fois été donné gagnant pour le poste, qui lui a échappé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les leaders du socle commun, dont on parlait auparavant, le trouvent trop proche du Rassemblement national, hein. Il a notamment participé au dîner secret avec Marine Le Pen, organisé par le conseiller occulte de Macron, Thierry Solère, et qui ont été révélés par Libé. Et puis dans son fief de l'Eure, où il est élu sénateur, il a laissé le Rassemblement national prospérer sur ses terres. Et donc ça ne plaît pas beaucoup aux MoDem ou aux rares macronistes restants qui se disent de l'aile gauche. Et d'ailleurs, cette idée de convoquer les leaders de la gauche à l'Élysée, sauf LFI, eh bien, un député qui échange régulièrement avec lui me confiait ce matin que c'était son seul moyen de rester au centre du jeu politique. Alors, la gauche serait-elle au bord de l'explosion, enfin de l'implosion? Ça y est, le PS craque et semble céder aux sirènes de Macron. Oui, c'est un peu le volte-face, hein, au PS. Finalement, on se dit prêt à négocier avec Macron. Écoutons fort, hein, ce vendredi matin, d'ailleurs, avant son départ pour l'Élysée, où il va rencontrer le président avec Boris Vallaud, qui est donc le chef des députés PS, mais aussi Patrick Kanner, qui est le patron des sénateurs socialistes. On l'écoute. On est obligé de parler avec Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui nomme le Premier ministre, et c'est lui qui peut figer le jeu. Mais je ne souhaite pas qu'il se fige. Je souhaite au contraire que nous puissions entrer en discussion et que nous puissions voir pour un contrat à durée déterminée. Il ne s'agit pas de dire, on verra, mais il ne s'agit pas de dire que la droite et la gauche se confondent. Moi, je suis contre la confusion. Je pense que ce qui a fait monter Marine Le Pen, c'est précisément le sentiment que la droite et la gauche étaient pareilles. Bon, maintenant, je vois bien qu'il n'y a pas de majorité absolue et qu'il faut bien, à un moment, venir arracher un certain nombre de décisions
en échange de compromis et de concessions réciproques. Donc c'est la raison pour laquelle je suis prêt à entrer en discussion. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à dire que je suis devenu macroniste. Je ne suis pas macroniste et ne compte pas le devenir. Il y a plusieurs choses. D'abord, juste petit point de calendrier. Vous dites pas trop vite. C'est ça. En gros, ce que dit Marine Tondelier aussi, qui a écrit au président de la République pour lui dire non, un compromis, on le fait pas en 48 heures. Moi, je suis pour qu'il y ait un préfigurateur. Voilà, donc finalement, le PS se dit prêt à négocier avec Emmanuel Macron. Alors évidemment, assorti de certaines conditions. C'était le cas aussi des écolos et du Parti communiste, sauf qu'ils n'ont pas été invités à la petite fête. Et la France insoumise, seule, qui a refusé obstinément de négocier avec Macron et le PS est invité tout seul. Alors évidemment, ils sont un petit peu vexés. À l'exemple de Tondelier ce matin, qui s'est exclamé que c'était pour diviser la gauche. C'est bien vu. Et puis en plus, Olivier Faure, il disait un peu le contraire, nous dernier au moment des législatives, qu'il ne fallait absolument pas négocier avec Emmanuel Macron. Petit souvenir, on regarde. Il est prêt à vous lâcher tous les noms. Vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même, s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC, ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais. Parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Alors, Niels, est-ce que Emmanuel Macron lui-même croit aux chances de succès de ces négociations avec la gauche ? Alors, ce matin, de bonne heure, j'ai appelé un élu macroniste qui est très proche du président, qui échange régulièrement avec lui. Et lui ne croit absolument pas à ces négociations. Alors certes, il penche plutôt vers la droite, comme beaucoup de macronistes, mais il me dit en fait le seul Premier ministre qui pourrait attirer à lui des gens de gauche, c'est Bayrou. Par exemple, en proposant des très gros portefeuilles aux socialistes, on pense à l'éducation nationale, on pense à l'intérieur, voilà, des domaines régaliens. Mais est-ce que Bayrou, premièrement, est l'homme de la situation? Mon interlocuteur en doute, parce que Bayrou, c'est Bayrou. Et puis, deuxièmement, offrir aux socialistes des postes aussi importants au sein d'un gouvernement, ça poserait non seulement des problèmes aux macronistes, mais aussi au reste du socle commun et au Rassemblement national. Retour à la case départ, et d'ailleurs c'est le constat que fait la France insoumise. Regardez ce que dit Manon Aubry ce matin sur BFM, elle ne mâche pas ses mots. En réalité, le Parti socialiste tourne le dos aux électrices et aux électeurs du nouveau Front populaire. J'en veux pour preuve un sondage qui a été publié hier sur la part des Français qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. C'est 2/3. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez dans le détail la part des électeurs socialistes, c'est 75% des électeurs socialistes qui souhaitent la démission. Voilà, alors au final, on se demande si c'est pas un grand jeu de dupes, une stratégie d'Olivier Faure pour donner des gages aux socialistes les plus à droite et anti la France insoumise avant le Congrès. Et c'est ce que se disait un stratège insoumis ce matin avec lequel j'ai échangé. Regardez, j'ai tenté de négocier avec le président, c'est un peu le stratagème imaginé, et puis ça lui permettrait de sauver la face avant le Congrès. Macron, lui, peut dire qu'il a tenté de négocier avec le PS, et le PS, en tout cas la direction du PS, peut dire à ses troupes anti-insoumises qu'elle a tenté de négocier avec Macron malgré la France insoumise. Ce serait donc une illusion qui arrange les deux parties parce que finalement, l'hypothèse qu'on peut, disons, créditer, peut-être pas le plus, mais en tout cas une des hypothèses qu'on peut le plus créditer, c'est que Macron cherche tout simplement à gagner du temps. Oui, mais à force, on commence à bien le connaître. On le sait, on l'a déjà dit, Macron déteste être pressé par la presse, les médias, son propre parti. On rappelle quand même qu'il a mis 2 mois à choisir Michel Barnier. Voilà, 2 mois de rumination, de plaintes, de lamentations, de négociations, tout ça pour finir par sortir un ancien du RPR. Alors la dernière idée brillante en date des stratèges de l'Élysée, c'est le référendum, pour se sortir du piège dans lequel Macron s'est lui-même mis et dans lequel il a mis les Français en prononçant cette dissolution en juin. Pourquoi pas un référendum? La piste est à l'étude, selon le journal L'Opinion qui a révélé l'information hier soir. Alors évidemment,
évidemment, parce que Macron ne dispose plus de l'arme défensive de la dissolution jusqu'en juillet. Il s'en est plaint d'ailleurs lors de son allocution hier soir. Et donc, c'est ces référendums qui permettraient éventuellement au président de revenir au centre du jeu. Mais attention, à ces conditions. Alors, une des pistes étudiées, selon le journal, ce serait de soumettre 5 ou 6 questions au suffrage des Français pour éviter d'en faire un vote pour ou contre le président, selon le journal. Et oui, parce que comme disait De Gaulle, les Français votent, mais jamais pour la question qui est posée. Voilà, lui-même était un grand expert du référendum après avoir lancé l'idée qui n'a jamais été reprise par aucun autre président de la République après lui, puisque ça a été un désastre quand même. Voilà, ça a signé la fin de Gaulle comme président. Et puis, on rappelle aussi que Macron, quand il est un peu désespéré, il relance en tout cas régulièrement l'idée d'un référendum. En 2023, il annonce l'idée d'un référendum quand sa loi immigration est rejetée à l'Assemblée. On n'en a plus jamais entendu parler. En 2019, même refrain, il n'exclut pas cette fois, d'après Paris Match, de faire un référendum face à la révolte populaire des Gilets jaunes. Référendum qui ne verra jamais le jour. Le président répète à tout bout de champ qu'en bon banquier, il aime prendre son risque, mais en réalité, il fait toujours porter ce risque sur les autres. Bref, du pur Macron. Et quand il dit « venez me chercher », c'est parce qu'il sait très bien que le cadre institutionnel de la Ve République et ses gardes armés jusqu'aux dents empêchent quiconque d'aller le chercher. Merci Niels. Merci Théo, merci à tous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email. Si vous nous regardez à la télé, nous sommes donc début décembre. Le média, votre média, a engagé une campagne de dons et d'abonnements, sa campagne de dons et d'abonnements de fin d'année. Une campagne qui vise à nous permettre de rester debout, de continuer cette émission que vous appréciez et de mener la bataille des idées dans un contexte de fascisation des sphères politiques et médiatiques. Nous avons déjà récolté 53 000 €, mais ce n'est malheureusement pas assez. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.